Le matin du 13 janvier 1976, à Lisle, dans la banlieue ouest de Chicago, une équipe de voirie municipale passe sur College Road. Il fait froid, il y a de la neige sur le bas-côté. Et près d'une glissière de sécurité, les employés voient quelque chose. Un corps. D'abord, la scène peut faire penser à un accident. Une adolescente de 16 ans, une route, un conducteur qui a peut-être fui, une histoire triste mais simple. Sauf que quand les enquêteurs regardent son cou, cette histoire ne tient plus. Il y a des marques. Pamela Maurer n'était pas une victime d'accident. Elle était morte étranglée. Et à partir de là, la police ne cherche plus un chauffard. Elle cherche un homme qui vient d'enlever, d'agresser et de tuer une lycéenne. Le problème, c'est que cet homme ne laisse presque rien derrière lui. Pas de visage, pas de témoin, pas de nom, et ce nom va rester invisible pendant 44 ans. Jusqu'au jour où l'ADN finit par désigner quelqu'un. Mais quelqu'un qui, lui, ne peut plus répondre, parce qu'il est déjà mort depuis longtemps. Mon nom est SH, si vous êtes fan de l'étrange, du sombre et du mystérieux, raconté sous forme d'histoire, vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que je fais ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. En janvier 1976, Pamela Maurer vivait à Woodridge, dans l'Illinois. Pour situer, on est dans la grande banlieue ouest de Chicago. Pas dans le centre-ville, pas dans un quartier où tout le monde se méfie de tout. On est dans ces petites villes résidentielles où les familles vivent autour des écoles, des routes, des maisons, des petits commerces. Pamela avait 16 ans. Elle était élève à Downers Grove South High School. Ceux qui la connaissaient ne parlent pas d'une adolescente qui cherchait les problèmes. Ils parlent d'une lycéenne, une fille de banlieue, avec ses amis, son école, sa famille, une vie ordinaire. Et c'est justement ça qui rend cette affaire aussi difficile. Pamela ne disparaît pas parce qu'elle prend un risque énorme. Elle ne part pas en pleine nuit pour traverser la ville. Elle ne monte pas volontairement dans une voiture avec un inconnu pour partir loin. Elle sort simplement pour acheter une boisson, rien de plus. Le soir du 12 janvier 1976, Pamela se trouve chez un ami, à Lisle. Entre 21h30 et 22h, elle décide d'aller chercher quelque chose à boire. Les sources locales parlent d'un McDonald's situé tout près. Le trajet était court, moins d'1 kilomètre selon les rapports de police de l'époque. Le genre de distance qu'on fait sans réfléchir. On sort, on marche quelques minutes, puis on revient. Mais Pamela, elle, ne revient pas. Ses parents signalent sa disparition dans la nuit. Et à ce moment-là, il reste encore de la place pour une explication simple. Peut-être qu'elle est avec quelqu'un. Peut-être qu'elle s'est trompée de chemin. Peut-être qu'elle est blessée. Peut-être qu'elle va rentrer. Le lendemain matin, cette possibilité disparaît de l'esprit de ses parents. Vers 7h30, sur College Road, des employés de la route découvrent son corps dans la neige. Pamela se trouve près d'une glissière de sécurité. La scène peut, au premier regard, ressembler à un accident. Une jeune fille sur le bord de la route, un conducteur qui ne s'arrête pas, un drame comme il en arrive malheureusement sur les routes. Mais très vite, cette version s'effondre. Pamela avait été agressée sexuellement. Elle avait été étranglée et d'après la presse locale, un tuyau en caoutchouc est retrouvé près de son corps. À partir de là, la police sait qu'elle ne travaille pas sur un accident. Elle travaille sur un meurtre. Quelqu'un a croisé Pamela pendant ce minuscule trajet, quelqu'un l'a prise de force, quelqu'un l'a agressée, puis quelqu'un l'a laissée là dans la neige, à un endroit où on finirait forcément par la trouver. Et moi, dans ce début d'affaire, ce qui me reste en tête, ce n'est pas seulement la violence. C'est la banalité du point de départ de cette affaire. Une boisson, un McDonald's, quelques minutes de marche, et tout a basculé. Une famille attend une adolescente qui ne rentre pas. Pour les policiers de Lisle et de Woodridge, la question devient simple. Qui était là, sur cette route, au moment où Pamela passait ? Et surtout, comment retrouver un homme que personne ne semble avoir vu ? Dès le départ, les enquêteurs ont peu d'éléments. Ils ont une scène de crime, ils ont un corps, ils ont des traces, mais ils n'ont pas de témoins, pas de visage, pas de suspect évident, pas de lien clair entre Pamela et son agresseur. Alors ils font ce qu'on fait dans ce genre de dossier. Ils reprennent les derniers déplacements de la victime. Ils parlent à l'entourage. Ils regardent la zone autour de Lisle. Ils cherchent des personnes qui auraient pu croiser Pamela ce soir-là. Des noms apparaissent, des pistes s'ouvrent, puis elles s'arrêtent. Encore
Et encore, le tueur, lui, réussit à disparaître. Mais au milieu de cette enquête, les policiers font un choix important. Ils conservent des preuves biologiques prélevées sur Pamela. En 1976, ça ne permet pas encore de résoudre l'affaire. L'ADN n'était pas encore l'outil qu'il deviendra plus tard. On ne pouvait pas entrer un profil dans une base de données nationale. On ne pouvait pas comparer une trace à des millions de personnes. On ne pouvait pas remonter une famille à partir de cousins éloignés. Tout ça n'existait pas. Mais les preuves restent. Elles sont rangées, conservées, étiquetées, et parfois, dans une affaire comme celle-là, c'est exactement ce qui change tout. On parle beaucoup de technologie, on parle de laboratoire, de base ADN, de généalogie, mais la technologie ne peut travailler que sur ce qu'on lui donne. Si quelqu'un, en 1976, avait jeté ses preuves, l'histoire s'arrêtait là. Personne ne le savait encore. Mais la réponse était déjà dans le dossier, elle attendait juste que la science rattrape l'affaire. Les années passent, les policiers changent. La famille de Pamela continue à vivre avec la même question. Qui ? Qui était l'homme qui l'avait prise ? Qui avait traversé cette banlieue sans que personne puisse mettre un visage sur lui ? À plusieurs reprises, le dossier revient sur la table. En 1993, 20 ans après les faits, la police rouvre le dossier après de nouvelles informations. Mais la piste ne va pas assez loin, personne ne peut être poursuivi. Le dossier reste ouvert mais il est bloqué. Puis en 2001, quelque chose change. Les preuves conservées depuis 1976 sont analysées au laboratoire criminel du shérif du comté de DuPage. Cette fois, les scientifiques peuvent établir un profil ADN du suspect. Pour la première fois, les enquêteurs n'ont plus seulement des indices. Ils ont une trace, une signature biologique. Ils entrent ce profil dans CODIS. CODIS, c'est la grande base ADN américaine utilisée dans les enquêtes criminelles. Les enquêteurs patientent et il ne se passe rien. Aucune correspondance, pas de nom, pas de suspect. Le silence dans ce dossier continue. Ce silence veut dire une chose. L'homme recherché n'était pas dans cette base de données. Peut-être parce qu'il n'avait jamais été condamné pour une infraction qui entraînait un prélèvement ADN. Ou peut-être pour une raison encore plus simple. Il était déjà mort. Et dans cette affaire, c'était ça. En 2001, l'homme que les policiers cherchaient était mort depuis 20 ans. Cet homme s'appelait Bruce Lindahl. Il était né en janvier 1953 dans l'Illinois. En 1976, quand Pamela disparaît, il avait 23 ans. Le communiqué du procureur du comté de DuPage donne son adresse à cette époque-là, dans une ville à proximité, Aurora, au 1023 Solfisburg. Et surtout, Lindahl connaissait la région. Downers Grove, Lisle, Woodridge, Naperville, Aurora, les mêmes villes, les mêmes routes, le même décor que Pamela fréquentait. Mais son nom ne figure pas dans le dossier Maurer, pas en 1976, pas dans les années qui suivent, pas quand le profil ADN entre dans CODIS. Rien. Pour cette affaire, Bruce Lindahl était invisible. Et c'est là que l'histoire prend une autre forme. Parce qu'après sa mort, d'autres dossiers finissent par revenir vers lui. Pas tous en même temps, pas avec toutes les réponses, mais assez pour montrer un parcours criminel de Lindahl, celui d'un homme que la police ou la justice avait déjà croisé plusieurs fois, sans réussir à l'arrêter durablement. En mars 1979, une jeune femme nommée Annette Lazare déclare que Lindahl l'a agressée sexuellement. Elle va à la police et des décennies plus tard, ABC7 Chicago rapporte que la police d'Aurora confirme l'existence d'un rapport pour viol. Le rapport est enregistré le 6 mars 1979. Il est transmis au bureau du procureur du comté de Kane plus tard dans le même mois. Mais les poursuites ne vont pas plus loin. L'affaire est classée. Annette Lazare dira plus tard qu'elle avait des marques sur le corps, qu'elle avait signalé ce qui lui avait été fait et qu'elle avait l'impression de ne pas avoir été crue. Cette phrase revient trop souvent dans les affaires non résolues de cette période. Pas seulement ici, dans beaucoup d'autres dossiers que nous avons traités. Une femme parle, le système hésite, le suspect rentre chez lui, et quand on regarde l'histoire 40 ans plus tard, ce qui choque, ce n'est pas seulement ce que Lindahl faisait, c'est le nombre de fois où quelqu'un aurait pu le stopper et où ça ne va pas assez loin judiciairement. En novembre 1979, une autre adolescente disparaît.
Elle s'appelle Deborah McCall. Elle avait 16 ans, elle était élève au lycée de Donners comme Pamela. Elle quitte l'école, on ne la revoit plus. Après la mort de Lindahl, les autorités retrouvent des photos d'elle dans l'une de ses résidences. Son corps, lui, n'est pas retrouvé. Puis il y a Deborah Colliander. En juin 1980, Deborah avait 25 ans. Selon les autorités, Lindahl l'enlève sur le parking d'un centre commercial à Aurora. Il la conduit chez lui et il l'agresse sexuellement. Mais Deborah survit. Elle réussit à s'échapper pendant qu'il dort. Elle court jusqu'à une maison voisine et elle appelle la police. Cette fois, Lindahl est arrêté. Des poursuites sont engagées, mais il sort sous caution. Pendant un court moment, on peut croire que le système va enfin le retenir, mais ce n'est pas le cas. Le 7 octobre 1980, 2 semaines avant le procès, Deborah Colliander quitte son travail et elle disparaît. Sans elle, l'affaire contre Lindahl s'effondre. Le corps de Deborah est retrouvé en 1982 dans une tombe peu profonde dans Oswego Township, un secteur rural de l'Illinois. Sa mort est classée comme un homicide et on peut légitimement penser que Lindahl n'y est pas étranger. Quand on aligne ces noms, il faut faire attention à une chose. Les victimes ne sont pas des notes dans l'histoire de Lindahl. Pamela Maurer, Deborah McCall, Deborah Colliander, Annette Lazare et plus tard Katie Hall. Ce sont des vies séparées, des familles séparées, des histoires séparées, mais elles ramènent toutes à la même question. Combien de fois Bruce Lindahl a-t-il croisé une femme ou une jeune fille dans ces banlieues ? Et combien de fois personne n'a pu relier les éléments ? La réponse ne viendra pas d'un procès. Elle arrive le 4 avril 1981 dans un appartement de Naperville. Ce soir-là, Lindahl se trouve avec Charles Huber, 18 ans. À un moment, Lindahl attaque Charles avec un couteau. Il le frappe, encore et encore. Les autorités diront plus tard que Charles Huber reçoit 28 coups de couteau. Mais pendant l'attaque, Lindahl se blesse lui-même. La lame atteint son artère fémorale et il se vide de son sang. Quand la police arrive, les 2 hommes sont morts. Charles Huber est la victime, Bruce Lindahl est mort à côté de lui. Et avec lui, pendant des années, disparaissent aussi les réponses qu'il aurait pu donner. En 2018, une affaire change la façon dont les policiers américains regardent les vieux dossiers. C'est l'affaire du Golden State Killer. Les enquêteurs ne trouvent pas son nom dans une base ADN policière classique. Ils passent par une autre méthode. Ils utilisent des correspondances ADN avec des membres éloignés de sa famille dans une base publique. Puis ils reconstruisent un arbre généalogique, branche après branche, jusqu'à réduire les possibilités. Pour beaucoup de services de police, c'est un basculement. Des affaires qui semblaient bloquées depuis des années redeviennent soudain travaillables. À Lisle, le dossier Pamela Maurer avait exactement ce qu'il fallait. Des preuves conservées, un profil ADN et plus de 40 ans sans réponse. En 2019, la police de Lisle et le bureau du procureur du comté de DuPage demandent une nouvelle analyse à Parabon Nanolabs. Parabon est un labo d'études génétiques. Parabon commence avec un outil appelé Snapshot. L'idée est simple à comprendre. À partir de l'ADN, on essaie d'estimer certains traits physiques. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, la carnation de la peau, la forme générale du visage. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas le souvenir d'un témoin, c'est une estimation. Mais dans un dossier où personne n'a vu le tueur, même une estimation peut donner une direction. Puis vient le vrai travail, la généalogie génétique. Les enquêteurs comparent le profil ADN à des bases publiques. Dans ces bases, des particuliers avaient déposé leur ADN pour chercher leurs origines familiales. Le but n'est pas forcément de trouver le tueur directement. Le but, c'est de trouver un cousin ou le cousin d'un cousin. Quelqu'un qui partage assez d'ADN pour pointer vers une branche familiale. La généalogiste Sissi Moore et l'équipe de Parabon commencent alors à reconstruire les liens. Ils partent de correspondances partielles, ils remontent dans les générations, ils redescendent dans les branches, ils éliminent des familles, et petit à petit l'arbre se resserre. Un nom devient de plus en plus difficile à écarter. Bruce Lindahl. Mais dans une enquête criminelle, une piste généalogique ne suffit pas. Il faut confirmer. Et comme Lindahl est mort depuis 1981, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Il faut ouvrir sa tombe. En novembre 2019, sur décision de justice, le corps de Bruce Lindahl est exhumé. Des prélèvements partent dans 2 laboratoires, le laboratoire criminel du shérif du comté de DuPage
et DNA Labs International. Les deux laboratoires réussissent à extraire de l'ADN à partir de restes enterrés depuis près de 39 ans. Puis ils comparent cet ADN avec les preuves conservées depuis 1976. Et cette fois, le silence du codice est remplacé par une réponse. Le profil correspond totalement. Les sources américaines donnent une probabilité. Une chance sur 1,8 quadrillion qu'une autre personne corresponde au même ADN. En français courant, ça fait environ 1,8 million de milliards de chances. Un chiffre pareil, on ne l'invente pas. Mais il dit une chose simple. 44 ans après la découverte du corps de Pamela, les enquêteurs avaient enfin un nom. Le 13 janvier 2020, le procureur Robert Berlin se place devant les caméras à Wheaton dans l'Illinois. La date n'est pas choisie au hasard. On est exactement 44 ans après le matin où on a retrouvé Pamela dans la neige. Près des enquêteurs, il y a des panneaux avec des photos. Pamela, Bruce Lindahl et d'autres visages que les autorités regardent maintenant autrement. Robert Berlin annonce que le meurtre de Pamela Maurer est résolu. Il désigne Bruce Lindahl comme l'homme responsable. Et il explique comment les enquêteurs en sont arrivés à cette conclusion. Les preuves conservées, le profil ADN établi en 2001, l'absence de résultats dans CODIS, l'analyse de Parabon, la généalogie, l'exhumation, puis la confirmation par de laboratoire. Pour les enquêteurs, c'était une victoire. Mais pas une victoire comme les autres, parce que Lindahl était mort, il n'y aurait pas d'arrestation, pas d'interrogatoire, pas de procès. Pas de moment où le nom de Pamela serait prononcé devant un tribunal face à l'homme qui l'avait tué. Il y avait seulement une réponse. Et parfois, dans une affaire comme celle-là, une réponse, c'est tout ce qu'on peut encore obtenir. Le détective Chris Loudon, de Lille, parle lui aussi de Pamela. Il dit qu'il est content pour elle, content pour sa famille, content pour toutes les victimes de Bruce Lindahl. Dans plusieurs articles locaux, une phrase ressort. Les enquêteurs avaient enfin mis un nom et un visage sur le monstre. Et Chris Loudon ne donne pas la nouvelle à la famille de Pamela par téléphone. Il se rend au Texas où vivaient son père et son frère. Il leur annonce la réponse en personne. Le père de Pamela pensait depuis longtemps qu'il ne saurait jamais ce qui s'est passé. Pas parce qu'il ne voulait plus savoir, mais parce qu'au bout de 44 ans, l'espoir devient dangereux. On apprend à vivre sans attendre l'appel qui va nous libérer. Puis quelqu'un frappe à votre porte. Et cette personne vous dit que la question qui vous obsède depuis 1976 a enfin une réponse. Cindy Evans, une ancienne camarade de Pamela, se trouvait aussi à la conférence de presse. Elle connaissait bien Pamela et elle vivait avec un lourd fardeau. Si elle n'avait pas été privée de sortie le soir de la disparition de Pamela, à cause de mauvaises notes, elle aurait peut-être été avec elle. Elle aurait peut-être marché avec Pamela. Elle aurait peut-être été sur le même trajet. Cindy dit que savoir que l'agresseur était un étranger l'a soulagée, elle et leur groupe d'amis. Et elle ajoute une phrase sur Pamela. Elle s'est battue. Cette phrase reste, parce qu'elle rend à Pamela quelque chose que les dossiers ne peuvent retranscrire. Pamela n'était pas seulement un nom dans une conférence de presse, pas seulement un corps retrouvé sur College Road. Elle était une adolescente. Et dans les derniers instants de sa vie, elle a résisté de toutes ses forces à l'homme qui lui a pris la vie. Après 2020, les enquêteurs ne regardent plus Bruce Lindahl comme un simple nom qui ferme un dossier. Ils regardent ce qu'il a peut-être laissé derrière lui. D'autres disparitions, d'autres agressions, d'autres femmes mortes, des dossiers sans réponse. Et les années suivantes confirment au moins une chose. Pamela n'était pas la seule victime que l'ADN rattache à Lindahl. En octobre 2024, les autorités annoncent une nouvelle correspondance ADN. Cette fois, elle relie Lindahl au meurtre de Kathy Hale. Kathy avait 19 ans. Elle disparaît en mars 1979 à North Aurora. Son corps est retrouvé dans la Fox River presque un mois plus tard. Là encore, il n'y aura pas de procès. Lindahl était mort depuis longtemps. Mais son nom ressort. Encore. Et chaque fois qu'il ressort, il oblige les enquêteurs à regarder le passé autrement. Ce qui ressemblait à des affaires séparées commence à dessiner la vie d'un tueur en série. Pas une vie complète, pas une vie qui donne toutes les victimes, mais assez pour comprendre qu'un homme avait circulé pendant des années dans ces banlieues et que les autorités ne voyaient qu'une partie de ce qu'il avait laissé derrière lui. Ce qui reste dans l'affaire Pamela Maurer, ce n'est pas seulement l'ADN, ce n'est pas seulement la généalogie.
Ce n'est même pas seulement cette idée étrange, un homme identifié après sa mort. Ce qui reste, c'est le contraste entre deux durées. D'un côté, Pamela disparaît pendant un trajet de quelques minutes, de l'autre, sa famille attend 44 ans pour savoir ce qui lui est arrivé. Et pendant tout ce temps, la preuve qui allait parler était déjà là, rangée, conservée, silencieuse. Merci d'avoir suivi cette affaire. Dites-moi en commentaire ce qui vous marque le plus dans cette histoire. La conservation des preuves, les occasions manquées autour de Bruce Lindahl, ou le fait que le nom de son meurtrier soit enfin connu. Et si vous voulez continuer avec d'autres affaires résolues après des décennies, la playlist est disponible sur la chaîne. C'était SH. Bye bye.